Bien, eh bien, écoutez, merci de nouveau à toutes et tous d'être connectés avec nous parmi nous. Nous allons pouvoir désormais entendre la dernière conférence que nous avons intitulée Conférence conclusive. La noble et délicate tâche, Martine, de conclure notre événement avec une conférence intitulée Prendre en compte le sensible en recherche et en rendre compte, un geste éthique et esthétique. Et voilà, pour faire défiler, il y a plusieurs solutions. Il y a la souris, tu peux, il y a aussi la petite flèche, hop, voilà. Voilà, parfait, c'est comme tu préfères. Merci beaucoup à toi d'être ici. Alors, avant de démarrer, je voudrais vraiment remercier Alban Robles d'avoir organisé ces vraiment très belles journées d'études sur une thématique qui nous est chère en plus. Et donc, je voulais le féliciter aussi pour son poste de maître de conférence ici à l'Institut catholique de Lille. Vraiment, je suis très heureuse de ça et je te félicite. Voilà, merci à vous. Merci également d'être encore là un vendredi en fin d'après-midi. Nous allons donc essayer de clôturer. Alors, quand on prépare, on annonce, on nous demande toujours un titre, mais on n'a jamais écrit d'avance les choses. Donc, le titre est le suivant, Prendre en compte le sensible en recherche. Du coup, je me positionne au niveau des recherches qui ont été menées, notamment des recherches de terrain, environ une vingtaine ou un peu plus qu'une vingtaine, avec le recul, donc un recul réflexif sur ces recherches de terrain. Et avec cette idée il s'agit de prendre en compte le sensible en recherche et d'en rendre compte. Et c'est le difficile travail. Tout à l'heure, dans le très bel exposé de Capucine, on a vu la nécessité de prendre en compte le sensible. Là, j'y reviens, mais avec d'autres auteurs. Et en même temps, je me suis dit, le plus difficile aussi pour le chercheur, c'est d'en rendre compte. Rendre compte sans dénaturer le sensible, hein, c'était aussi en partie ton propos. Et je propose deux éléments qui me permettent, en tout cas, de pointer le sensible en recherche, le geste éthique et le geste esthétique. Alors ça, c'est nouveau. Donc, c'est j'explore. D'accord. Voilà. Alors, au niveau du plan, donc une introduction que je viens de faire, c'est-à-dire d'où je parle, ben, à partir de ce recul réflexif sur les enquêtes de terrain. Quels ancrages théoriques sont les miens, justement au niveau du démarrage des enquêtes et puis finalement, une fois la recherche terminée et produite en termes d'écrit, ben, qu'est-ce qui se trouve consolidé dans ces ancrages? Parce qu'il y a aussi à faire un travail évaluatif sur les auteurs sur lesquels on s'appuie. Est-ce que c'est bien toujours les mêmes? Est-ce que ce sont bien toujours les mêmes notions? Est-ce qu'il n'y a pas à chercher d'autres choses? Donc ça, c'est une première aussi interrogation par rapport à l'évaluation. Et puis, justement, les acquis d'agir évaluatif in situ, c'est-à-dire pendant les recherches, parce que le chercheur se pose des questions, il évalue aussi ce qu'il fait quand il mène la recherche. Et évidemment, après, une fois qu'il a mené la recherche et qu'il faut écrire, et qu'il faut restituer aux personnes auprès desquelles il a mené les enquêtes, là, à nouveau, se rejouent des formes d'agir réflexif. Donc, quels gestes sont à l'œuvre et notamment les gestes en rapport avec le sensible et on va considérer le geste éthique et esthétique. Alors, au niveau des ancrages, je m'inscris donc en résonance avec les travaux, notamment en philosophie et plus précisément encore en phénoménologie, d'inspiration husserlienne, mais surtout une lecture pragmatique qu'en fait Nathalie Deprat, qui vient d'ailleurs de publier un ouvrage sur l'attention, la surprise. Elle a écrit sur l'attention en 2014, mais sur la surprise, là, elle a repris ce focal, donc je pense que ça peut résonner auprès de certains d'entre vous. Et là, je cite un autre auteur, mais dans le sillage hein, de ces ancrages-là, Éric Pommier, en 2022, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La condition sensible, parce que je me suis dit, voilà, ça nous permet de positionner au plan philosophique quels sont les ancrages qui donnent une cohérence au fait de donner place, de faire place et de rendre compte du sensible.
Voilà. Et ce qu'il dit, donc, première phrase que je cite ici, il n'est peut-être pas de problème plus troublant que celui de notre présence sensible au monde, troublant pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure par Capucine, hein, cette complexité, cette subtilité à la fois visible, invisible, perceptible, sensible, et en même temps, notre condition est sensible. Alors, elle est sensible comment? Elle est sensible en ceci que par notre corps, je cite Éric Pommier, nous nous mouvons au sein d'un monde que nous percevons. Nous sommes un corps parmi les corps et nous nous accordons la même réalité que celle des choses mondaines. Pour autant, on doit aussi considérer que ce monde est constitué d'objets perçus par nous, qui prennent place dans un espace que nous ouvrons et que structurent des horizons qui se déploient depuis notre perspective. Je m'arrête ici pour faire écho à l'image que tu as donnée tout à l'heure en regardant par la fenêtre, en disant quand je vois, je ne vois pas qu'un arbre et puis un toit de maison et puis des tuiles, mais c'est un ensemble et donc ça évoque cette idée d'horizon perceptif qui sont à la fois complexes, qui s'entremêlent, et en même temps, il y a des points précis de qualité qui émergent. C'est pas flou. C'est un ensemble complexe qui se tisse, mais ce n'est pas flou. Donc, horizon qui se déploie et qui se déploie depuis notre perspective, donc la perspective de chacun d'entre nous. Ce n'est donc pas seulement que nous sommes en lui, c'est aussi qu'il est par ou depuis notre corps, et dès lors, notre corps présente une équivocité en cela qu'il possède une double dimension d'appartenance au monde, mais aussi d'ouverture au monde. Et c'est dit autrement, et ça fait écho à ton propos de tout à l'heure. Hein. On fait partie du monde, en même temps on s'ouvre, donc intériorité, extériorité, ça ne peut être qu'en mouvement. Nous sommes d'accord. Alors si je poursuis, cette hullée, comme l'appelle Husserl, c'est-à-dire cette matière, hein, ce vécu sensible antérieur à la qualité, c'est ce que tu as dit, hein, c'est-à-dire je ne qualifie pas tout de suite ce matériau qui est là, donc antérieur à la qualité objectivement saisie dans la perception. Husserl nous invite à une phénoménologie attentive, attentive aux coulisses du monde, attentive à ce qui se passe en amont, attentive aux impressions, attentive justement à la saisie de présence, alors présence spectrale, c'est l'expression d'Éric Pommier, qui hante le quotidien sensible et qui se trouve certes dans la conscience, mais qui atteste aussi d'un rapport à une extériorité de laquelle provient cette matière. Pour illustrer le propos, que ce ne soit pas simplement une description théorique, prenons l'exemple d'une conduite d'entretien que vous avez tous réalisée. Eh bien, si je prends du coup mon cas personnel, je parle en jeu, quand je rencontre mon interlocuteur, je, je- comme je suis dans cette position, je ne dis pas posture parce qu'elle n'est pas figée, mais dans cette position, je m'aperçois qu'il y a la voix, le visage, le contexte, comment il est habillé, le ton de la voix, la fluctuation, le mobilier, la lumière autour. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont effectivement des univers perceptifs, une multitude de perceptions, mais aussi une multitude d'images, voire de souvenirs qui tout à coup font écho ou résonnent avec ce qui se présente là et ce que je vis là en termes existentiels, et donc aussi des associations d'idées et des échos en soi-même. Et c'est ce mouvement-là complexe qui est en jeu de toute façon, qui est en jeu de toute façon. Alors, comment le repérer? Pourquoi le repérer? Et quelle place lui faire? Reconnaître donc le primat de la perception comme mode de donation privilégiée des choses, c'est un point important. Et ça se joue dans l'évaluation, bien sûr. Hein. Si celle-ci se donne en chair et en os, de manière concrète, si le monde a bel et bien une présence pour nous,
C'est en vertu de ses couleurs, de ses senteurs. C'est suave, c'est rugueux. Justement, les affects sont là. Ça nous touche ou ça ne nous touche pas, plus ou moins, mais on y est. Et ces esquisses sont des esquisses sensibles qui donnent à voir l'objet et qui permettent aussi l'exhibition sur la scène du monde. Je cite donc Éric Pommier. C'est en tant que à la fois sentant et se mouvant que le corps peut être décrit comme apte à recevoir, mais aussi à organiser le donné sensible. La matière, la constitution du corps propre suppose donc une dimension esthétique et motrice. Elle est centre d'affection et d'action. Et c'est bien la dualité du sensible. Je suis touché et en même temps, cela motive à agir. Donc on est dans le dedans-dehors, dans l'action, l'affection, et il y a à composer avec ceci. Alors que retenir de cette première entrée en termes d'ancrage? Je dirais qu'il s'agit effectivement de prendre en compte le sensible en recherche, notamment dans ses dimensions au plan des sensations, l'aïsthésis, le mot grec, mais aussi kinesthésique, mais également les perceptions et les éprouvés du perçu. Si nous prenons donc en compte ces dimensions, alors cela revient à repérer les manières de sentir, essayer de repérer les manières de sentir. Essayez aussi de repérer les plans de subjectivité qui sont touchés ou qui sont sensibilisés, notamment chez le chercheur, mais aussi, bien sûr, chez la personne avec laquelle le chercheur est amené à interagir ou à dialoguer. C'est donc ces manières de sentir et de percevoir qui font également écho, ou bien plutôt qui résonnent, comme dirait Rosa, plus largement avec les dimensions sensibles de la vie sociale. Parce que ce n'est pas simplement dans la personne, dans le chercheur, mais c'est aussi à intégrer dans un complexe plus élargi, dimension sociale de la vie, qui est liée aussi à un contexte social, culturel et historique. Les sensorialités ne sont pas les mêmes selon les périodes de l'histoire. La place accordée aux sensibles non plus. Je n'y reviens pas, mais il y aurait un chantier à travailler là-dessus. Donc, cette visée rend nécessaire un travail, du coup, d'exploration et d'explicitation, puisque c'est quand même aussi ce qui est attendu, du coup, en recherche. Georges Didier Bernac, qui est un autre philosophe, plutôt dans le domaine de l'art, précise en 2023 que le terme sensible est devenu un domaine de recherche. Un domaine de recherche qui, en France, comprend l'ensemble des faits d'affect. Tu as commencé tout à l'heure de lister différents sous-catégories, on pourrait dire, mais voilà, le sensible, ça englobe l'ensemble des faits d'affect. Et un ouvrage pareil de 2023 récent de Jean-Baptiste Manta et Stéphane Ray signifie bien la complexité du sensible. D'une part, le fait qu'il soit déprécié par les rationalistes, notamment les rationalistes radicaux. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire oh ben, la sensibilité, ça fait obstacle à l'objectivité, donc faut limiter. Comme nous disait le collègue ce matin avec l'injonction de rien montrer. Voilà. Bon. Et d'autre part, au fait que la sensibilité nous ouvre au monde. C'est quand même par là aussi qu'on s'ouvre au monde. En ce sens que être sensible, c'est être attentif à la richesse du donné, la diversité du donné, au vivant, capable du coup de repérer des qualités, en tout cas ça rend possible le repérage de qualités, et puis de reconnaître aussi une incessante mobilité. Tu parlais tout à l'heure de fluidité, ce n'était pas le mot fluidité, mais ça revenait à ça. Et ici, on a cette même approche. Cette même approche, elle nous ouvre aux autres, la sensibilité. À ce titre, on tend à valoriser moralement la personne qui est sensible au sens capable d'empathie, c'est-à-dire un effort de compréhension de l'autre, de pitié, mais aussi qui peut avoir son sens noble de pitié, c'est-à-dire être soucieux d'eux,
Et puis la bienveillance que l'on oppose parfois à l'homme froid ou à la brute, voire au monstre, même si effectivement il est critiqué quelquefois l'excès de sensibilité. Et alors on ne parle plus de sensibilité, on parle d'hypersensibilité, voire de sensiblerie, ce qui signifie bien le côté, la connotation péjorative. En tout cas, la sensibilité nous ouvre à, et elle nous ouvre aussi au monde, à la richesse du monde, mais à l'appréciation de la beauté. Et c'est là qu'on commence à rentrer aussi, on va le voir, dans la dimension esthétique. Alors, un lien peut être établi donc avec le propos ici quand même du sociologue Norbert Elias en 1975 qui disait toute recherche qui ne vise que la conscience des hommes, leurs ratios ou leurs idées, sans tenir compte aussi des structures pulsionnelles, de l'orientation ou de la morphologie des émotions et des passions, s'enferme d'emblée dans un champ de fécondité médiocre. C'est important d'avoir cette résonance dans un autre champ pour signifier aussi l'importance à accorder aux sensibles. Deuxième ancrage très fort en anthropologie. Et là, en anthropologie, alors c'est différemment de la philosophie, l'anthropologie du terrain et l'expérience, comme tu disais, faire l'expérience. Voilà. Et là, il y a un très bel article de Quentin de Luermoz et de ses collègues qui ont justement porté leur attention sur l'importance accordée aux affects et aux sensorialités en anthropologie et en histoire. Alors, je ne vais pas vous restituer l'article, mais quelques points qui méritent d'être soulignés, c'est que l'anthropologie, les travaux des anthropologues, justement parce qu'ils sont sur le comme modalité d'enquête en immersion sur le terrain avec un long terme, eh bien, cette immersion change évidemment la donne du regard porté sur l'autre. Et il y a effectivement une considération du sensible dès les années 1980 qui est repérée, notamment alors avec David Le Breton, mais aussi et surtout avec François Laplantine et son dernier ouvrage de 2018, La pensée du sensible, Marie-Luce Gélard aussi, qui parle effectivement d'une anthropologie sensorielle. Et ces dimensions du sensible, que nous disent-ils, ces anthropologues? Alors, François Laplantine, dans un article de 2017, précise: l'ethnographe, en son terrain, s'imprègne d'emblée des sons, des couleurs, des odeurs, des goûts, du spectacle de la société qu'il observe. L'anthropologue est naturellement dans une démarche d'immersion dans le sensible. Les faits sociaux sont des faits sonores, visuels, gestuels. La pensée du sensible est une pensée en son, en image. C'est aussi une pensée du sonore, mais également du silence, une pensée du visible, mais aussi de l'invisible, ce qui apparaît en creux, ce qui n'apparaît pas, sans négliger bien sûr ce qui est tactile, gustatif, olfactif, etc. La tendance dominante, ça j'ai trouvé très intéressant parce que ça faisait vraiment, il y avait des effets de résonance avec le recul réflexif sur les recherches réalisées, quand il signifie que la tendance dominante de l'épistémologie occidentale, c'est justement de tout séparer en deux sur un mode de pensée binaire. Alors, c'est le concept ou le percept, c'est la raison ou l'émotion, le signifié, le signifiant, le sujet, l'objet, le sujet, le social. Bref, il dit ceci, le vrai, le faux. Ces séparations en cascade sont tellement nombreuses qu'elle ne tiendrait pas dans la pièce dans laquelle je suis en train d'écrire. Et à travers ces séparations se dissimule à peine la subordination du féminin par rapport au masculin. La difficulté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est de ne pas arriver à relier ce que nous avons séparé par cette fameuse pensée binaire qui catégorise et qui scinde, mais de manière radicale. Et il revendique du coup l'idée de resolidariser ces différentes catégories pour essayer donc d'abandonner cette logique de la discontinuité pour nous engager vers une pensée de la continuité, du rythme, et qui va entraîner dans le mode de développement de pensée, bien sûr, d'autres approches et d'autres manières de rendre compte.
C'est ce que tu évoquais également. Donc, il propose de travailler d'autres plans comme la surface, la ligne, le flux, les scènes, les mises en scène, les déscénarisations, les rescénarisations, et remettant souvent justement en cause le caractère très prétentieux des modèles qui ont tendance à une saturation sémantique. Le modèle, vous savez, souvent on parvient dans certains ouvrages à une modélisation, mais si on ne s'arrête qu'à ça, on vide de toute substance ce pourtant il a été pensé, il a été pensé pour représenter, mais il est vidé de sa substance. Et il y a, je crois effectivement, je suis convaincue qu'il y a nécessité de repenser la vitalité ou remettre de la vitalité dans ces modèles pour ne pas en rester à une saturation sèche et effectivement vide de sensible. Réintroduire le modal dans la connaissance. Réintroduire le modal, ça veut dire affiner notre intelligence et notre sensibilité, pas les séparer, les affiner l'un par l'autre. Le modal suppose, page 24, suppose une attention au processus de transformation, une attention aux temporalités de transition, une attention aux intensités variables, aux tonalités aussi, mais aussi aux flexions du corps et de la pensée. On est dans le flux qu'on essaie d'appréhender, de repérer pour en montrer aussi la richesse. Et si je poursuis avec la plantine, sachant qu'une pensée du modal est une pensée du passage et non pas du clivage en catégories séparées comme ça peut l'être dans une pensée binaire, eh bien du coup c'est le passage d'un état à un autre et pour lui, il écrit, page 25, le chercheur est un passeur. Il n'a rien d'un douanier veillant à la surveillance des frontières disciplinaires, mais il est plus volontiers un contrebandier, voire un traducteur. Alors, ça rejoint un peu la position de ce matin, où à un moment donné, il fallait s'émanciper. C'était l'enjeu de certaines interventions. Eh bien là, il y a un rapprochement. Gardons-nous en tout cas de concevoir nos sens comme de simples fenêtres sur le monde. C'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que loin d'être passif, ces sens, les sens sont aussi des filtres et sont déjà des filtres. Et ils tamisent, nos sens tamisent l'infinité des stimulés que nous percevons et le chaos des impressions qui nous viennent du dehors, de sorte que la sensation est d'emblée absorbée dans la perception, comme le pense Granger, qui n'est pas coïncidence avec les choses, mais bien déjà quelque chose de l'ordre de l'interprétation, dans la mesure où nous abordons depuis nos sens une foule de significations qui nous viennent, plus ou moins conscientisées, bien sûr. Il s'ensuit que nous n'habitons pas les mêmes univers sensoriels que nos ancêtres, ni n'avons les mêmes modes de présence au monde. Ça, c'est important de le repérer. Et peut-être que nous avons aussi, selon les personnes, nos propres mondes. Comment faire pour œuvrer à la rencontre des mondes, ça devient la problématique. Le domaine des sensibilités, donc, nous sommes d'accord, tout à la fois singulier, individuel, pour partie intraduisible, mais aussi fondamentalement de l'ordre du social, du culturel et on pourrait rajouter de l'historique. Dès lors, si on essaie de rendre compte, parce que c'est quand même notre travail, eh bien, peut-être il y a à avoir une démarche d'enquête de type indiciaire. Quels sont les indices? Je ne parle pas de critères, c'est beaucoup plus souple. Une enquête avec des indices, une conjoncture, et aussi faut-il accepter en contrepartie que le savoir ne soit pas toujours intangible. Le constat résonne singulièrement avec le statut épistémologique finalement de l'histoire elle-même, c'est-à-dire un mixte de science et de fiction entre récit et connaissance. Eh bien, je ne connais pas beaucoup de chercheurs qui accepteraient
de reconnaître qu'il y a du mixte de science et de fiction dans ce qu'on écrit. Voilà. Mais je suis convaincue aujourd'hui qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de ce mix, dès lors qu'on reconnaît la part du sensible qui est présente. Alors, dans cette deuxième partie, maintenant, il m'a semblé important de dire, bon, voilà, on a posé le cadre des ancrages théoriques qui légitiment, parce que c'était ça, hein, l'enjeu, c'est que du coup, on rend cohérent la reconnaissance du sensible et la prise en compte du sensible, ça rend légitime, nécessaire et légitime. Et là, maintenant, mais d'accord, mais comment en rendre compte où ça se situe pour un chercheur, où ça peut se situer pour un chercheur? Alors là, du coup, évidemment, je parle en mon nom, puisque c'est au regard de mes propres pratiques d'enquête que je me suis dit, bah, où est-ce qu'il y a eu du sensible, à quel moment ça s'est joué. Et je pense vraiment que le geste éthique a été un moment révélateur de cette dimension sensible. Je verrai après le geste esthétique. Alors, la notion de geste, pourquoi choisir le mot geste? Là, du coup, en relisant Mauss, il y avait quelque chose d'intéressant parce qu'il considère que la notion geste renvoie à une technique qui se réfère à un acte traditionnellement efficace, contenu dans une société de référence et qui est justement enseigné et qui fait l'objet d'apprentissage. Et je pense qu'effectivement, la technique comme le geste, ce sont des faits sociaux qui s'inscrivent dans une durée. Et cet apprentissage de geste, pardon, excusez-moi, je bafouille, nécessite d'être perpétué pour continuer, hein, dans le temps. Souvent, d'ailleurs, on oublie même son origine. Mais toujours est-il qu'en recherche, on est amené à apprendre des gestes de chercheurs. Et je trouve que l'expérience de la recherche, quand on mène sur le terrain des travaux d'observation ou d'entretien, bien, nous sommes travaillés par ça. Nous sommes travaillés par ça et nos gestes prennent des colorations différentes. Alors, à partir de l'agir évaluatif in situ, je dirais que d'abord, dans le geste éthique, je l'ai retrouvé dans la relation à, dans le fait que nous posons une relation à la personne avec laquelle nous travaillons. Et là, poser une relation, c'est lourd de sens. C'est à la fois flou, ça peut vouloir dire plein de choses, mais en même temps, c'est lourd de sens. Et Nathalie Deprat, là aussi, je trouve qu'elle a cette finesse d'analyse quand elle dit le phénomène d'être en relation relève d'une attitude attentive à autrui qui ne se réduit pas à un simple contact ni à une simple rencontre. Pourquoi pas simplement un contact? Parce que le contact est très fugace. On ne peut pas dire qu'il se passe grand-chose dans un contact, c'est juste un impact du moment. Et puis une rencontre peut être tout à fait superficielle. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus dans être en relation, dans cette attitude attentive à être en relation? C'est cette idée que la relation engage un faire lien. Et presque, j'allais dire, vous voyez, quand je médite, pourtant je ne fais pas de méditation, mais quand je repense, pardon, à cette idée d'une relation qui engage un faire lien en situation d'entretien, ça veut dire une vigilance. C'est presque comme si on ouvrait tous les capteurs, vous voyez ce que je veux dire? On ouvre tous les capteurs comme si on cherche à nourrir le lien pour qu'il y ait ce lien. Et effectivement, alors c'est pas toujours passé comme ça, hein. On n'est pas, voilà, on est humain donc faillible là, fondamentalement. Mais à certains moments, c'était de cet ordre-là. Et je me souviens très bien d'entretiens avec notamment un adolescent porteur d'une maladie chronique grave qui n'arrivait pas, enfin qui
qui ne parlait pas de ses ressentis, de ses éprouvés, de son expérience personnelle de la maladie, alors que c'était l'enjeu de la rencontre et qu'il était d'accord pour venir à cet entretien. Et à ce moment-là, je me souviens très bien essayer de guetter, comme ce matin, guetter le moindre signe de quelque chose pour dire je nourris, j'entretiens un lien, le regard, une attitude un peu penchée, vous voyez, vers l'autre, un sourire, enfin, des accroches possibles. Et ça ne marchait pas plus pour autant. Et donc, à un moment donné, ben, j'ai carrément laissé tomber mon guide d'entretien et j'ai dit, non, mais là, tu vois, il faut que tu m'expliques parce que je suis une quiche. Voilà. Je suis l'idiot. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tu as. Faut que tu m'expliques. Et là, c'est parti. Là, c'est parti. Et donc, mais je pense que ça relève de ça. C'est-à-dire une relation qui engage à faire rien. Alors, quelquefois, on arrive à trouver. Voilà, et puis d'autres fois, on ne trouve pas. Hein, on est d'accord. Hein, c'est pas pour dire que ça doit être un modèle, mais ça se joue in situ. De même que le travail sur l'empathie m'a permis de comprendre que l'empathie n'est jamais que d'un côté. S'il y a une relation d'empathie, c'est parce qu'il y a un partage avec l'autre. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, créer un lien avec cette personne, ce qui donne à autrui le sentiment d'exister, c'est-à-dire jamais ne lui laisse l'impression de solitude ou d'abandon. Et là, ça résonne aussi, parce que quand on travaille dans le cadre de problématiques sur les expériences vécues de situations de handicap, de maladies chroniques, de maladies rares, d'invisibilité du travail, la souffrance est là. On ne peut pas se montrer insensible à ça. Et de la même façon, on ne peut pas, comment dirais-je, honnêtement, il y a à accepter de partager quelque chose de cette souffrance, à l'accueillir. Ça ne veut pas dire pleurer avec systématiquement, mais c'est accueillir ce qui est dit et accepter d'être chamboulé et accepter de reconnaître qu'on est chamboulé. Et en même temps, émotionnellement, ça veut dire aussi qu'on se montre humain aussi. Et c'est peut-être ça, le faire lien et garder le lien. Voilà. Mais c'est très fragile, nous sommes d'accord. En tout cas, ce qu'il est important dans ce souci de création et recréation incessante d'un lien, c'est, comme le dit Michard, un témoin acteur parle de lui, de son expérience éminemment subjective et historique d'échange dans un contexte. Personne ne peut dire à sa place, ne peut interpeller de sa place un protagoniste. Personne ne comprend mieux que lui son engagement, sa blessure, sa place. Personne ne pourra se saisir mieux que lui à la fin du dialogue, et personne d'autre que lui ne peut faire surgir ce monde commun, partagé en quête de sens face à ses contemporains et dans la transmission à travers les générations. Parce qu'il y a un enjeu, au début, je ne l'avais pas perçu, ça. C'est vraiment l'agir évaluatif, rétrospectif, hein, qui me fait prendre conscience que recueillir une parole du singulier, parce que c'est un témoignage singulier, ça vient nourrir un patrimoine expérientiel pour tous. Et c'est ça qui donne à réfléchir. Ah, il a vécu ça. Ça prend corps. Et le fait que ça prenne corps, bien sûr, ça touche, mais ça aide à réfléchir, ça aide à penser. Il n'y a pas que la partie objective, il y a aussi cette partie-là qui permet d'enrichir la pensée. Donc, je poursuis parce que si je regarde maintenant, alors je vais sauter un petit peu parce que j'ai peur de prendre trop de temps. Voilà, ça c'est une expérience en lien avec la maladie.
Mais si je reviens maintenant sur ce geste éthique et si si j'essaie de le caractériser davantage, euh, je dirais que dans la rencontre, parce que finalement l'entretien est une rencontre, mais l'observation aussi peut être une rencontre, hein, il y a le chercheur est amené à se laisser toucher et à se montrer sensible au récit, tout en ayant aussi, comme tu l'as dit, ne pas être complètement dedans non plus, ni complètement dehors. Parce que c'est ce travail aussi toujours de distanciation qui est exercé en recherche. Mais en même temps, c'est être aussi lucide sur le fait d'être touché. Deuxièmement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que le geste éthique relève donc d'un geste d'attention concentrée, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, concentré aux personnes, mais aussi concentré aux sensations, aux perceptions, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein. La globalité, ah oui, là, il y a un arbre, mais derrière, il y a d'autres choses, et devant. Et donc, c'est comme si, et là, je pense qu'il y a un acquis, il y aurait comme un développement professionnel du chercheur à s'exercer, à repérer ces dimensions-là. Parce que du coup, je pense que en s'exerçant, on affine le grain de l'attention. Et en affinant le grain de l'attention, sans doute aussi, pouvons-nous davantage nourrir ce lien dans la relation, mais non pas pour nourrir le lien ou pour asservir l'autre, mais justement pour co-construire, apprendre de lui et en même temps dire ce qu'on a à dire sur ce qu'on entend. Hein. C'est dans cette perspective-là que les choses, à mon avis, en tout cas, c'est comme ça que je les conçois. Les enjeux, c'est-à-dire quels enjeux y aurait-il à ce geste éthique tel qu'il a été caractérisé, donc de l'ordre du sensible, attention concentrée. Alors, j'en verrai trois. J'ai commencé par parler de la notion patrimoniale d'expérience. Je n'y reviens pas, mais ça me paraît finalement de plus en plus important. C'est aussi ce qu'avait pointé Benjamin. Quand on ne met pas en mots une expérience, elle est perdue pour l'humanité. Et ça va loin, mais ça résonne quand même un peu comme ça. Hein. On a à apprendre de ces expériences sensibles, même si c'est celle des autres. Et d'ailleurs, quand on lit un roman, quand on lit un poème, on apprend sans vivre. Hein. Il y a des formes de procuration. Et c'est un peu de cet ordre-là. Je ferme la parenthèse. Pierre Ancet, pour lui, il souligne aussi le fait que l'importance dans la possibilité de se raconter dans une relation, c'est aussi mettre en forme nos existences, mettre en forme nos épreuves. Donc là, on est dans le rendre compte, hein. On n'est plus dans l'éprouver lui-même. Et pour lui, ce sont des médiations. Tu n'as pas prononcé le mot, mais ça revient à ça avec ta métaphore de tout à l'heure. Hein. Ce sont des médiations qui servent de levier potentiel de pouvoir d'agir. L'enjeu, il est là. Et puis, troisième ancrage, Lévinas. Et Lévinas, parce que Lévinas, pour lui, le geste éthique, il est fondamental, premier. Il est de l'ordre d'un il faut. Mais, et pour lui, c'est là le sérieux de l'éthique. Mais pour autant, il faut que ça se traduise. Ce n'est pas simplement une injonction a priori euh, catégorique, comme pourrait être celle de Kant. Hein. C'est-à-dire que là, il faut qu'elle se traduise concrètement. Le il faut éthique équivaut à des gestes et qui se traduisent dans des actes avec des visées qui soient cohérentes entre ce que j'annonce et ce que je suis dans la relation. Ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un enjeu fort d'actualisation de la valeur du respect. Est-ce que c'est simplement un effet d'annonce ou est-ce que c'est un effort de chaque instant pour que ce soit authentique et même authentiquement présent? Alors, peut-être pas toujours, mais au moins à certains moments, c'était là et ça a été ressenti comme tel. Et donc, l'enjeu, c'est de donner du sens à une valeur et pas simplement, effectivement, un effet d'annonce qui vide
de sa substance la valeur du respect. Quels enjeux aussi? Eh bien, il y a des dimensions épistémologiques. On a vu l'enjeu éthique, mais il y a aussi des enjeux épistémologiques. Pourquoi? Parce que si je reconnais fondamentalement la valeur de l'expérience sensible de l'autre, eh bien, ça veut dire aussi qu'elle a elle a légitimité à être entendue et à en rendre compte. Hein. Et ça veut dire aussi qu'au plan épistémologique, ça veut dire qu'on donne une valeur à ce savoir-là, qui est un savoir expérientiel, un savoir de l'ordre du sensible, qui n'est pas forcément très élaboré, mais il a une valeur. Et là, forcément, ça change un peu la donne des normes scientifiques aussi. Et du coup, il y a à regarder d'un peu plus près. Alors ici, je fais référence bien sûr aux recherches participatives. Alors ça fera écho à Christophe, parce qu'il y avait eu cette discussion. C'est qu'effectivement, souvent on va sur le terrain, mais pourquoi au fond on va sur le terrain? Pour recueillir des données, pour nous, un peu comme une prédation, là, c'est utile, ou alors pour la science, voilà. Donc, mais la personne elle-même, qu'est-ce que ça lui donne? D'ailleurs, au bout d'un moment, ils veulent plus du chercheur, hein, quand c'est ça. Hein. Ils ont bien compris qu'ils étaient instrumentalisés. Donc, on est amené à reconsidérer les talents scientifiques et épistémologiques de façon à reconnaître la validité de la parole et du point de vue des acteurs. Et ça va vers effectivement une logique de recherche participative qui soit vraiment participative, hein, et pas simplement prédatrice. Et là, on a plusieurs auteurs, hein, il y en a beaucoup, j'en ai cité que quelques-uns ici. Bon, Baptiste Gaudry, en 2023, qui remet bien, qui parle de co-chercheurs comme Luigi Flora ou beaucoup d'autres, mais quand même, c'est important. Et c'est pas simplement un mot, co-chercheur. Hein, voilà, là aussi, c'est continuer de donner du sens au lien, à la relation, à la parole, et qui conduisent à à une forme de démocratisation des rapports entre science et société. L'enjeu, il est quand même là. Comme dit Léo Coutelec, c'est une démocratie épistémique qui est en jeu. Est-ce qu'on va vers ça ou est-ce qu'on reste dans le quant à soi des chercheurs uniquement experts de la recherche et seuls capables d'analyser, et seuls capables de savoir? On est avec ce qu'appelle Miranda Fricker des injustices épistémiques. Pourquoi la parole de celui qui vit la situation n'aurait pas d'importance? Pourquoi elle n'aurait pas de valeur? C'est une injustice, au sens aussi moral et épistémologique du terme, et politique. Du coup, il y a les trois enjeux. Et il y a un très bel article de Christine Loignon, Dupéret, Baptiste Gaudry et Leblanc en 2018, dont le titre, à un moment donné, c'est écrit « Désélitiser la recherche pour favoriser l'équité en santé ». Parce que là, il se pose bien sûr dans le domaine de la santé. Mais quand même, voilà, ça interroge les enjeux aussi politiques de ces recherches. Alors, je poursuis. Que retenir, toujours pour cette partie? Donc, les dimensions s'inscrivent dans le sensible, mais ne relèvent pas que du sensible. D'accord? On ne tombe pas dans la sensiblerie. En même temps, ça nous invite à une mise en forme voilà, de ces dimensions au plan expérientiel, à une mise en forme de l'ordre du narratif, oral ou écrit, une reconnaissance donc en termes de la valeur épistémique de l'expression qui est dite et qui est formulée à propos de cette expérience, et puis cette valeur politique, donc c'est pour synthétiser. Et alors maintenant, j'en viens à la dernière partie. Est-ce que dans cette expérience, est-ce qu'il y a un geste d'ordre esthétique? Je l'avais annoncé, donc je teste. Bon, alors du coup, je suis allée lire Jean-Marie Schaeffer. Pourquoi? Parce qu'il a écrit un très bel ouvrage, et conséquent d'ailleurs, hein, sur l'expérience esthétique. Et j'ai trouvé vraiment très, très fin. Pourquoi? Parce qu'il a essayé de préciser
les modalités d'attention spécifiques à une expérience esthétique. Voilà, et ça, c'est un sacré travail. Et comment, alors, qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'on a, enfin, qu'est-ce que je retiens du coup de ce qu'il dit qui vient nourrir la réflexion en cours. D'abord, on entend l'expérience comme, pour lui, l'expérience, c'est toujours une interaction affective et cognitive. De fait. Et donc, il est en accord, vous voyez, avec d'autres auteurs qu'on a évoqués précédemment. Une interaction cognitive et affective avec le monde, avec autrui, avec nous-mêmes. Alors, l'expérience esthétique là-dedans, pour lui, c'est une expérience de base, mais c'est une expérience très spécifique. Pourquoi? Parce que c'est une expérience attentionnelle qui exploite nos ressources cognitives et émotives. Les deux, en les infléchissant d'une manière caractéristique à chacun. D'accord. Mais, comme il le dit, l'expérience esthétique, nous nous en souvenons. Elle nous marque. Alors, qu'est-ce qui nous marque dans l'expérience esthétique? D'abord, il souligne une densification attentionnelle qui tend à maximiser les possibilités de différenciation continue que lui offre l'objet de l'attention, contrairement à une attention standard qui privilégie les différenciations discontinues. Je prends un exemple. Quand on regarde une simple, je dirais, alors, il donne l'exemple, on regarde une photographie d'un journal et un tableau, une reproduction d'un tableau. La reproduction d'un tableau, donc d'ordre esthétique, dans le domaine en tout cas de l'esthétique, amène des processus attentionnels très différents de la photo d'un journal quelconque. Pourquoi? Parce que dans le balayage même de qu'est-ce que je regarde, dans la photo, je vais très vite, j'identifie, c'est le roi machin, c'est le président truc, voilà, point, barre, c'est fini, on passe à autre chose. Donc, une économie de l'attention, une rapidité de l'attention pour cerner tout de suite ce dont il est question, point. L'expérience esthétique, c'est quelque chose où, comme il le dit très bien, il va y avoir des points de focalisation multiples. Je regarde en haut, tiens, c'est ça, là, il y a un chapeau, là, en bas, il y a ça, tiens, à gauche, il y a ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de balayage, on reste beaucoup plus longtemps, on cherche, on ne comprend pas forcément tout d'emblée, et du coup, il y a ces phénomènes de focalisation multiple qui amènent à traiter en parallèle plusieurs éléments de manière pas forcément très conscientisée, vous voyez, mais un peu diffuse, mais pour autant, il y a ces mouvements-là d'attention multiples et distribués. Qu'est-ce qu'il dit aussi? L'expérience esthétique possède une implication émotive. Le souvenir du vécu d'une expérience esthétique reste vif. D'ailleurs, on a besoin d'en parler. D'ailleurs, on éprouve le besoin de dire « Ah, tu sais, j'ai vu ça, j'ai entendu ça. Ben, voilà, je suis allé à tel concert. » On a envie de partager ça. Et ça reste là. Alors, ce n'est pas tout le temps qu'on a une expérience esthétique, hein, c'est bien clair, et on n'aura pas tous la même. Mais n'empêche qu'on l'a tous vécu, ça, sur des objets sans doute très différents, et ça nous marque. Ça nous marque, et ça reste vif. Donc là aussi, ça reste vif, vivant, sensible, encore, ça reste encore sensible. Voilà. Et ça continue de nous faire parler, et ça continue de nous mobiliser quelque part. Et c'est alors pour lui, c'est aussi toujours pour lui l'expérience esthétique, une expérience hédonique, c'est-à-dire une expérience de plaisir, de satisfaction profonde, où l'attention du coup est effectivement distribuée de manière à balayer le champ perceptuel sans privilégier aucune zone, avec effectivement, alors que l'attention, on dirait en temps normal, elle se centre uniquement sur quelques points et on passe vite à autre chose. Donc l'attention
dans l'expérience esthétique, elle est coûteuse, elle prend du temps, on reste dessus, ça nous marque, mais en même temps, ça procure une satisfaction. Vous allez me dire, alors en recherche, est-ce qu'on a ça? En tout cas, c'est ce que je me suis demandé, parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est un geste esthétique? Est-ce qu'on a des gestes esthétiques en recherche? Alors, je pense que le chercheur est amené à avoir des expériences esthétiques en recherche. Pourquoi? Premier critère que je garde, du coup, là, je parle de critères, peut-être que ce n'est pas le bon mot, c'est de dire qu'il y a une trace durable. Je me souviens de tel entretien, je me souviens de telle observation. Ça reste là, je pourrais encore le raconter aujourd'hui, ça fait des années. Alors bien sûr, il n'y a pas d'illusion à avoir. Ce que je raconte aujourd'hui de l'expérience vécue il y a des années, j'en rajoute. La focale se déplace sans doute un peu, et ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème, parce que c'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas à avoir la vérité vécue du moment, puisqu'on ne pourra pas la retrouver. Mais le fait qu'elle soit encore vive, c'est comme la métaphore vive de Ricoeur, hein. Le fait qu'elle soit encore vive, qu'on ait encore à en dire quelque chose, qu'elle nourrit notre pensée, eh bien, ça, je pense qu'effectivement, cette je ne trouve pas le mot, j'ai dit critère, mais je ne sais pas si critère est le bon finalement. Mais en tout cas, cet élément-là, voilà, c'est plus neutre, cet élément-là permet, à mon avis, de repérer une dimension esthétique. La trace émotionnelle durable, le fait aussi de se sentir responsable de ça, c'est-à-dire on est impliqué dedans, on est engagé dedans. Et le fait aussi de, quand on y repense, on retrouve bien cette polyphonie des points de vue, c'est-à-dire plusieurs points de vue qui balayent un peu ici et là, mais cette polyphonie, elle revient en mémoire quand on y repense. Alors, cette densification, donc, qui amène effectivement à affiner l'attention, et du coup, reste la question de l'hédonisme, du plaisir. Alors, je me suis dit, bon, bah, faut que je me pose la question moi-même, hein, de toute façon. Est-ce que je pourrais dire qu'il y avait du plaisir dans la rencontre? Alors, notamment avec cette scène où ça a failli rater au bout de 10 secondes. Eh bien, je me suis dit, je pense que oui. Pourquoi? Alors, je pense que oui, parce que je me souviens très bien du sourire qui a été celui du jeune au moment où j'ai dit, je suis une quiche, il faut que tu me racontes. Ça y est. Et lui, ça a été sa plus longue prise de parole, si je compte le nombre de mots, de tout l'entretien. Donc, là, il y a eu, lui, il a souri, je l'interprète comme quelque chose de l'ordre d'une satisfaction. Je ne sais pas si c'est un plaisir, mais au moins une satisfaction. Et moi, le plaisir de me dire, ah, ça y est, voilà, ça y est, il parle et il m'explique. Voilà, et j'apprends de lui, etc. Bon, voilà, donc je pense qu'il y a ça. Maintenant, je ne suis pas convaincue du tout que la restitution qui a été faite de cet entretien dans un écrit scientifique procure une quelconque expérience esthétique au lecteur. Ça, je n'ai absolument pas cette prétention. En tout cas, je dirais que le geste esthétique, en tout cas à ce niveau-là, pour cet exemple-là, c'était vraiment le moment précis où j'ai dû trouver in extremis quelque chose. Et voilà, ça c'est donc la surprise de dire il parle pas. Et puis qu'est-ce que je fais? La panique, mais en même temps, du coup, la trouvaille, l'astuce, moment de crête, la clé qui se débloque à un moment donné. On ne sait pas bien d'où elle sort, hein, mais elle émerge et il se passe quelque chose. Donc effectivement, le kairos, hein, c'est vraiment ça, c'est-à-dire tout à coup une occasion et il se passe quelque chose d'autre qui n'était pas prévu. Et puis, deuxième temps du geste esthétique, le travail d'écriture pour rendre compte, qui est un travail réflexif aussi,
qui essaie de présenter des éléments de l'ordre du sensible dans le cadre de la recherche et justement de montrer que c'est sa prise en compte qui a permis notamment le déroulement de l'enquête. Là, il n'y aurait rien eu. Hein. Et du coup, cette invitation à un partage polyphonique d'expériences d'enquête en recherche qualitative qui prend toute son importance. Et alors, ce que je dirais pour conclure, je ne sais pas trop où j'en suis, mais voilà, c'est bon, voilà, donc je conclus. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce parcours qui est encore en chemin, hein, il y a, qu'est-ce qu'il y a de rédigé au fond? Ben, il y a un chapitre d'ouvrage sur justement l'entretien avec le jeune, parce que ça m'avait semblé important de donner à lire à des doctorants que ben voilà, c'est difficile et qu'on peut se planter et qu'à un moment donné, il faut lâcher sa grille prévue, hein, son guide d'entretien et se mettre dans la relation pour essayer de, de, de continuer et en tout cas d'enclencher un dialogue. Ça me semblait important de signifier que le sensible, justement, c'est peut-être ce qui apparaît difficile au début, mais c'est aussi là qu'on trouve les leviers. Hein, et donc, il y a aussi, à quelque part, comment je dirais, avoir confiance dans ce domaine. Hein, et pas simplement dire, oh là là, faut le tenir à bonne distance, hein, surtout. Non, non, voilà, il y a à entendre. Et puis, ce que je voulais signifier aussi, c'est que pour moi, l'éthique, elle est de l'ordre du sensible et au-delà, bien évidemment, mais elle est fondamentalement de l'ordre du sensible. Et justement, de par ces enjeux de relations, comme je l'ai dit, et de donner du sens aux valeurs que l'on se donne, euh, mais qu'elle induit des enjeux épistémologiques et politiques qui sont conséquents et qu'on ne mesure pas toujours. Et il y a peut-être à être lucide sur ces enjeux-là quand on parle de recherche participative, hein, pour ne pas travestir le mot et que ce soit une vraie participation ou coparticipation. Ça signifie aussi, au niveau esthétique, effectivement, c'est cette attention polyphonique, concentrée, qui laisse une trace. Et donc, peut-être, quand on a ce genre d'expérience esthétique, se dire, il y a quelque chose à en faire ou à en dire. Hein. Alors quoi, je ne sais pas, mais ça vous appartient. Mais il y a quand même quelque chose à en dire, ne serait-ce que dans l'idée que ça contribue à cette idée d'un patrimoine expérientiel et que ça contribue aussi à une recherche humaine, en fait. Hein. Et peut-être aussi, pour terminer, un clin d'œil qui n'est pas qu'un clin d'œil, c'est de dire que ces quelques éléments que j'ai pu repérer de l'ordre du sensible euh, me paraissent intéressants, notamment en vue d'une émancipation. C'était le moment de le dire, n'est-ce pas, Christophe et Alban? C'est-à-dire effectivement un agir évaluatif qui soit toujours au service d'une créativité et pas simplement d'une conformation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Martine. Alors, vient maintenant le temps précieux des échanges avec Capucine, qui est avec nous encore. On ne la voit pas, mais elle est là. Martine, qui est ici, bien évidemment. Christophe. Et moi-même, Fabrizio par la pensée, ou après on pourra transmettre les questions et demandes d'échange ou éléments si jamais il y en a maintenant. C'est pas du tout un souci. Mais là, ce que je nous invite, c'est de profiter de ces dernières minutes pour échanger ensemble. Je vais enlever ici le partage pour qu'on se voit mieux et qu'on vous voit mieux, les collègues à distance. Hop.
voilà, le moment un peu précieux aussi de se poser et de poser les éléments que l'on souhaite justement se partager, se rendre compte. Donc, y a-t-il des questions, des envies de conversation, je dirais, des prises de conversation, de discussion, de disputation peut-être. Voilà. Alors, il est vendredi, c'est l'heure du goûter en France. Au Canada, c'est peut-être l'heure de prendre un café ou un thé en fonction de son goût ou un chocolat chaud. Mais voilà, c'est pas grave, on fait ça tranquillement. On l'a compris, hein, grâce aux les deux conférences cet après-midi, je pense, nous emmènent aussi à déjà beaucoup réfléchir, ce qui peut être paradoxal ou pas, je crois, si on a bien suivi ce qu'on a écouté et compris qu'en fait, éloigner réflexion, cogitation avec la vie émotionnelle n'est pas une bonne chose. Au contraire, c'est peut-être des modèles qu'il est grand temps, même si ça date pas d'hier pour le coup, mais peut-être à nous, actrices, acteurs, de là où on est, de les mettre de côté pour justement s'en emparer. Valérie, je te vois, donc vas-y, si tu veux allumer ta caméra et à tout le moins ton micro pour que voilà, nous t'entendions, la parole est à toi. Voilà, ben, merci. Alors moi, j'ai malheureusement suivi par intermittence ce colloque et j'en suis navrée. Mais en tout cas, j'ai eu grand plaisir à être parmi vous et d'autant plus que j'ai retrouvé dans ce que j'ai pu entendre des éléments qui m'ont vraiment ramené vers l'évaluation, voilà, cette évaluation sensible qui m'a vraiment ramené vers l'évaluation située, donc qui avait été posée par Michel Vial. Et cette idée qui, en tant que praticienne, vraiment d'un guidage d'un côté et d'un accompagnement de l'autre. Je sais qu'il en a été question à l'atelier ce matin, et où effectivement on va sortir de critères formalisés, purement rationnels, voire quantitatifs, vers effectivement ce domaine du sensible et qui ouvre la piste à tous ces indices d'une évaluation. Et j'ai pas d'autre apport que celui-là. Je suis en tout cas très heureuse en tant que praticienne d'entendre comme dans un colloque comme celui-ci, cette place qui est donnée effectivement à une autre approche de l'évaluation, en tout cas une approche qui n'est pas, enfin qui peut être extrêmement complémentaire et qui va pas jouer le même rôle. Et donc c'est quelque chose qui simplement me rebooste. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais juste envie de partager. Et qui est fort bienvenu. Merci à toi pour ta générosité et ton partage. Ça nous fait plaisir, du bien. Nous ici, on sourit de joie à ton propos. Donc voilà, ça a bonne résonance, comme on dirait. Merci et merci parce que en tant qu'organisateur, ça me ravit d'avoir ce feedback. Ouais, Christophe? Si ça te... Ouais, oui, ça devrait le faire, puisqu'on a réussi à l'emmener jusqu'à là-bas tout à l'heure. Hop, à ceci près qu'on ne te verra pas. Hop. Mais c'est pas grave, je crois qu'il y a ma photo sur. Je suis figé là-bas. Euh, Merci beaucoup, Martine, pour la conférence fort intéressante. Et puis, j'avais envie de venir avec deux questions, une première pour toi, puis une deuxième pour vous, ou pour nous tous. Euh, mais avant ça, tu as insisté sur les recherches collaboratives et puis un petit partage parce que quand tu as commencé à en reparler, ça m'a renvoyé vers toute une série de recherches que j'avais suivies dans un symposium avec la place du patient dans les formations des médecins. Et, et de voir à quel point dans certaines formations que je trouve vraiment euh, très authentiques, très intéressantes, le patient est considéré comme l'évaluateur du travail du médecin. Et puis dans d'autres, c'est vraiment le terrain d'application. Mais franchement, son avis n'a pas beaucoup de valeur. Euh, et ça, je pensais à des recherches plutôt de Jean-François Marcel ou Dominique Broussal quand on parlait hier. Mais là, tout d'un coup, c'était vraiment cette idée avec quelle place je donne pourtant à l'acteur central. C'est bien lui qui est malade. C'est lui qui a besoin de soins et c'est le mieux placé pour savoir si le soin qui est apporté et l'attention qui est apportée a vraiment les effets qui sont voulus. Alors, la première question, c'était autour de la fin de ton intervention. Tu disais, tu parlais de l'esthétique et de ce que ça évoquait. Puis en t'écoutant, je me disais, et si l'esthétique, c'était la création d'un réel lien? Euh, Finalement, au moment où cette personne, où tu dis, oh, je suis une quiche, et, et puis alors à ce moment-là, je me disais, mais alors finalement,
tout d'un coup, il y a une réelle interaction, pour prendre le terme à Morin dans son tétralogue, sa boucle tétralogique, mais il y a une réelle interaction vraie, authentique. Puis finalement, alors j'avais mon cerveau qui partait sur et moi quand je suis devant une œuvre d'art et que je trouve que c'est esthétique, est-ce que c'est aussi une interaction entre moi, mes souvenirs, ma vie, un vécu, l'image, ce que ça évoque. Enfin, voilà, il y avait cette notion d'interaction qui m'interpellait derrière le mode d'esthétique. Ça, c'est la question plutôt pour toi. Et puis dans la question plutôt pour vous, au début de ton intervention, tu as parlé de l'Atlantine. Alors, c'était plein d'auteurs que je connais pas beaucoup, et puis peut-être que je vais dire des bêtises, mais vous m'en voudrez pas. Mais et tu étais sur cette dualité avec plein de termes et il y avait tout d'un coup, alors c'était toujours réel ou irréel, vrai ou faux, mais il y avait subordination du féminin sur le masculin. Puis quand il y a eu ce mot subordination, je me suis dit, ah, tout d'un coup, il y a plus deux termes qui sont mis en opposition simplement, mais il y a tout d'un coup un jeu de valeurs. Et puis dans ce jeu de valeurs, alors tu as parlé un peu des valeurs, mais pas dans le sens qui m'intéresserait ici. Je me disais, mais finalement, alors derrière ce sensible, est-ce qu'il y aurait quelque chose autour de la valeur qui est un peu ma terminaison nerveuse, hein? On parlait de ressentir, et est-ce que je ressens différemment selon le système de valeurs? Est-ce que je ressens différemment d'après la valeur que je donne à ce que je ressens? Ou bien est-ce que la valeur, ça devient une clé de lecture pour comprendre, pour analyser, pour faire un lien avec ce que disait Olivier, ou pour hiérarchiser les différents... Ouais. Voilà, j'en étais un peu là de ma réflexion, puis j'aimerais bien que vous m'aidiez à poursuivre dans ma tête. Voilà. Par rapport à ta première question sur l'expérience esthétique, oui, je pense que c'est en lien avec... Il y a quelque chose de très intime dans l'expérience esthétique. C'est pour ça que si je prends l'exemple des tableaux, je peux très bien avoir une expérience esthétique avec un tableau et ne voir qu'une croûte pour un autre tableau, c'est-à-dire justement pas rentrer dedans du tout. Donc, c'est bien en écho, pas en écho, pardon, c'est bien en résonance avec ce que l'on est, nos souvenirs, notre histoire, notre biographie, nos ancrages, notre société de référence, notre environnement. Ça résonne avec tout ça. Hein, ça résonne avec tout ça. Mais il n'empêche que le plaisir qu'on a, parce que il y a quand même de cet ordre-là, on est content, quoi. Alors, certains vont l'appeler plaisir. Moi, j'aurais pas dit plaisir là dans le cadre de l'entretien, mais j'étais vraiment contente de cet entretien. Et le fait est que chacun, quand on a cette expérience esthétique, même si c'est pas sur le même objet et pour les mêmes motifs, on va dire ça comme ça, je le partage, on en parle. Et on en parle, et là je me dis, mais au fond, pourquoi on en parle? Alors là, au niveau scientifique, par rapport à l'entretien, ça me semblait important pour les chercheurs. Et d'ailleurs, pour moi, c'était un test. Est-ce que la communauté des chercheurs acceptait le texte? Hein. Bon, il se trouve qu'ils ont accepté le texte. Donc, je me dis qu'il y a quelque chose qui est un peu, hein, comme on disait tout à l'heure, la valeur patrimoniale de l'expérience qui peut servir à d'autres. Et dans l'expérience esthétique, le besoin d'en parler, c'est vrai, on a, c'est le partage d'un moment de joie, d'un moment de contentement qui fait partie du vivant. Il n'y a pas que le malheur ou que la souffrance, quoi. Et donc, est-ce qu'il y a ça ou pas? Alors, je pense qu'il n'y a pas toujours ça en recherche, ça c'est clair, mais il peut y avoir ça. Et ce qui peut être intéressant, en tout cas, c'est de repérer surtout cette notion-là chez Schaeffer de polyphonie attentionnelle. Ça me paraît très intéressant parce que je pense qu'on affine vraiment le grain, c'est-à-dire on se rend plus sensible en s'exerçant de cette sorte-là. Voilà.
Parce que sinon, ça peut être aussi le monstre froid qui pose ces questions, on est d'accord, hein. Et il ne se passe rien. Donc, ça fait écho à ce que disait la collègue sur en situation, évidemment, ou situé. On est d'accord. Alors, par rapport à ta deuxième question sur la valeur, bon, là, puis je te laisse, voilà, chacun donne son point de vue, on partage. Moi, je pense que, comme tu faisais le geste, là, c'est de cet ordre-là. Ah oui, de cet ordre-là. Mais là aussi, il peut y avoir une culture de ça, tout comme il peut y avoir une culture de l'attention concentrée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça peut s'éduquer, ça peut s'affiner. Eh bien oui, justement, justement. Ça vient pas de l'extérieur comme ça, tu vois. C'est pour ça, quand on geste, pour moi, il était très parlant, et je le reprends. Mais en même temps, il y a besoin d'en rendre compte. C'est pour ça que j'ai mis ça dans le titre, hein. Il y a besoin d'en rendre compte pour rendre légitime ça et aller plus loin que la première expérience. Et du coup, ben, c'est une forme c'est une formation, en fait, in situ. Mais il faut en rendre compte pour montrer qu'elle est là. Là, on est d'accord. Merci, hein. J'essaye. Ok. Je vais essayer de revenir sur la deuxième question et je pense qu'il y a des éléments que je n'ai pas trop saisis et du coup je vais tenter quelque chose et tu me diras, mais quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ta question, c'est que tu as soulevé la question du féminin-masculin. Je trouve qu'il y a une question complexe, puisqu'effectivement, on aurait pu imaginer que dans la liste, il y avait, tout comme les autres oppositions, à un moment donné, intervenait féminin-masculin. Et là, il y avait subordination de deux. Et moi, je trouve ça intéressant au sens où excusez-moi, ce qu'on dit pas, c'est que ce qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, c'est que même les perceptions, c'est des constructions. Et qu'il y a il peut y avoir une illusion perceptive qu'on vit et qu'on maintient et qu'on fait durer. Parce qu'à force d'avoir entretenu certaines croyances, on le vit, on l'incarne et ça devient une forme de réalité assez puissante et assez forte. Ce qu'on perçoit des fois quand on accompagne des personnes, ou d'ailleurs, d'un coup, c'est tout leur monde qui s'effondre parce que d'un coup, il y a eu un petit changement, mais du coup, c'était une vraie réalité à ce moment-là jusqu'à ce que ça vienne se démonter. Et là, il y a quelque chose, même si j'arrive pas à complètement le saisir pour l'instant, qui m'a fait, moi, et du coup, réagir dans l'intervention de Martine, c'est cette idée de la valeur du rendre compte qui peut être associée parfois justement à certaines représentations du fait de mettre en mots, de catégoriser, de prendre de la distance, avec justement une opposition féminin-masculin qui a pu être des fois un peu euh, si tu veux, dans l'idée de subordination, là, il y avait l'idée, je crois, excusez-moi, mon téléphone, il n'est pas en mode vibreur, il y avait l'idée que parce qu'on avait associé certaines valeurs au féminin et certaines valeurs au masculin, et que ces valeurs, quelle que soit leur réalité, étaient plutôt de l'ordre, par exemple, du sensible, de l'émotionnel du côté du féminin et du rationnel du côté des masculins, et bien du coup, quelle que soit la valeur, en tout cas la véracité de ces oppositions, la subordination impliquait d'entretenir cette répartition-là, sans qu'on sache finalement réellement d'où ça venait, mais en tout cas, ça avait fait que ça s'entretenait. Et moi-même, je peux réagir à ça encore aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui est, tout en le sachant, à être un petit peu, et c'est ce qui m'a beaucoup interpellée, qui va me faire réfléchir encore suite à ton intervention, en me mettant un peu en défense du vouloir rendre compte, tu vois, en voulant défendre le complexe, le fugace, et être un peu en réticence à ça, alors qu'il n'y a pas de... Enfin, je ne le souhaite pas. Et puis je le fais rendre compte en essayant d'écrire un livre. Mais parce que justement, ça vient toucher quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si j'ai apporté des éléments, mais en tout cas, moi, je trouve ça intéressant de rappeler que c'est une construction permanente qui s'alimente et qu'on est aussi dedans, nous, quoi, même quand on continue à la faire bouger. Bon, voilà. J'avais une petite question pour Martine. Est-ce que je peux ou pas? Parce que tu as rendu compte tu as parlé à la fin sur l'esthétique de rendre compte de l'esthétique du chercheur.
puis en concluant sur le fait que ça pouvait être quelque part une émancipation, enfin une voie d'émancipation par rapport à la créativité. Et moi, j'avais envie de t'entendre un tout petit peu poursuivre sur, au-delà de rendre compte de l'esthétique déjà existante dans les travaux quand il y a des entretiens ou quand il y a des écrits, quelle forme ça pourrait prendre la recherche. Et on en avait déjà un petit peu parlé, hein, parce tu m'as parlé tout à l'heure d'impressionnisme, du chercheur impressionniste, mais j'aurais bien aimé t'entendre sur ça, parce que ça veut dire qu'il faut lui laisser place à ça. Et donc comment? Voilà. C'est un chantier, ça. C'est un chantier, c'est un chantier parce qu'on est en train de... On est quelques-uns à se poser cette question de se dire qu'il y a besoin de faire de la science autrement. Et faire science autrement, justement, pour faire place à tout ça. Et ça ne peut pas se faire dans le cadre, ou très peu dans le cadre académique actuel. Euh, et donc, quelle forme lui donner? Alors, il y a une doctorante qui s'appelle Marie Stoklinbur, qui travaille sur le sentiment de solitude chez la personne âgée. Et donc, là aussi, c'est pas simple de rentrer en relation quand on ne connaît pas. C'est pas simple de rentrer jusqu'à l'intime du sentiment de solitude, en plus chez une personne âgée. Hein. Euh, je veux dire, c'est comme si on provoquait quelque part ce qui pose difficulté, ce qui peut être douloureux pour certains. Et du coup, elle va travailler avec différents outils. Donc, elle va prendre des photos. Donc, elle va chez les personnes, elle prend des photos. C'est pas qu'un entretien, c'est au moins 3. Elle ramène des photos. Du coup, ça sert de support. Tu vois, là aussi, les médiations par l'image. Et du coup, ça sert aussi alors ça sert, c'est pas le mot qu'il faudrait, mais ça nourrit plutôt la relation, le faire lien. Il y a aussi un cahier qu'elle propose où les gens peuvent écrire entre deux entretiens. Et il y a aussi les objets parce que elle expliquait que quand elle va chez une personne âgée, les personnes, elles vont montrer les ordonnances, elles vont montrer comme elles sont malades pour attester qu'elles sont bien malades enfin, et c'est tout ça du coup l'entretien. Hein, c'est comme s'il y avait un ensemble de documents et au final, je lui dis mais finalement c'est comme si tu étais un chercheur impressionniste, c'est-à-dire il y a plein de plein de traces indiciaires de différentes natures qui peuvent composer un portrait. Voilà. Et du coup, je pense que alors c'est très difficile parce que elle me dit mais comment je rends compte de ça? Puisqu'elle a une masse entre guillemets de données du coup, hein. Et pour autant, il va falloir qu'elle compose. Et c'est ce qu'on disait, on échangeait en aparté ce matin. Quand on rend compte d'un portrait, même s'il n'y a pas tous ces éléments-là, simplement avec une série d'entretiens, le chercheur choisit des extraits de verbatim. Et pourquoi cela, pas d'autres? Il les met en scène, parce que souvent ça devient un titre, un sous-titre, une accroche. C'est une dimension de formalisation esthétique, c'est une composition esthétique. Et ça n'est pas montré comme tel. Et je trouve intéressant de montrer que ça relève d'une composition esthétique. Alors c'est peut-être dans le rendre compte, c'est donner place à ça et dire ben c'est là. Voilà, en tout cas c'est là et peut-être à un moment donné essayer de dire pourquoi on a choisi par exemple cet extrait de verbatim. Qu'est-ce qui fait que c'est ça qui semble porteur comme ça là, hein? Qu'est-ce qui touche? Et là, ça fait résonance vraiment avec un très très beau texte de Jean-Philippe Pierron qui lie l'éthique et le fait d'être touché. Toucher et être touché. Et donc voilà, des formes, mais je pense que des formes, il y en a des multitudes.
On est d'accord. Et ça ne me choquerait pas du tout aujourd'hui par exemple, un chercheur ou un doctorant qui proposerait à un moment donné euh, comme tu le disais hier dans l'échange qu'on a eu, c'est-à-dire il imagine qu'il raconte à quelqu'un d'autre. Et c'est un récit. Mais c'est un récit qui comprend plein de choses, justement, de l'ordre de l'ordre du scientifique, mais ça la forme à un moment donné différente. Mais comme on est dans cette logique quand même d'une autre épistémologie, plus ouverte à différentes formes de savoir expérientiel, eh bien, ça peut être la cosmogonie, ça peut être une composition musicale, ça peut être une composition esthétique, ça peut être un roman. Voilà, mais et d'ailleurs, il y a des romans qui ont une portée dans le donné à penser qui dépasse des thèses, hein, on est d'accord. Donc, voilà ce qu'on pourrait. Voilà ce qu'on pourrait. Alors, donc, vas-y dans l'écriture de ton roman. Mais, et tant mieux s'il y a différentes formes, quoi. C'est une. Ah, Et ça vient du colloque là, qui a eu lieu sur Anthropocène, là, où effectivement, moi, ce qui m'avait interpellé, c'était vraiment Isabelle Stengers. Faire science autrement. Il faut qu'on fasse science autrement. Il n'y a pas d'un côté les experts qui savent et les autres qui fournissent, qui sont au charbon. C'est plus possible, ça. L'exploitation. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci pour finalement ce dialogue. Est-ce qu'à distance, vous souhaitez, alors j'essaie de lire, ok, est-ce que vous souhaitez, allez, peut-être une dernière ou deux dernières questions à nos personnes conférencières ou un partage d'éléments, comme tout à l'heure, que vous souhaiteriez déposer dans le cadre de cette journée d'études? Eh bien, en ce cas, je pense qu'on peut se dire merci mutuellement. Merci beaucoup à vous, chers collègues connectés d'ici et d'ailleurs, bah, d'avoir été avec nous aujourd'hui, hier et aujourd'hui, pour les courageuses, courageux. Merci, en tout cas, ça, vous êtes toutes concernées, tous et toutes concernées aux courageuses et courageux de ce matin côté outre-Atlantique. Bravo pour le 7h30 du matin. Franchement, il fallait le faire. Merci beaucoup. Vous avez des remerciements sur le chat. Merci à vous. Et puis, voilà, on donnera suite notamment sur les vidéos enregistrées sur les 4 conférences. D'une part, pour savoir où est-ce que ça en est, eh bien, c'est le moment de faire la petite page publicitaire de notre association. Il suffira simplement de se rendre sur le site internet du GEVAP et on vous donnera les modalités d'accès. Ce sera peut-être déposé sur notre chaîne YouTube, ce sera peut-être un autre moyen, mais dans tous les cas, pour être mis au courant, rien de tel que d'aller sur le site du GEVAP, à moins que vous soyez membre déjà adhérent ou adhérent, vous recevrez cela dans la newsletter qui paraîtra au bout d'un moment. Prochain rendez-vous du GEVAP, ce sera le colloque de Dijon l'année prochaine, à moins que un autre événement arrive entre-temps. Tout est possible dans notre association. Merci beaucoup en tout cas à vous toutes et tous d'avoir été participants d'une manière ou d'une autre. Christophe, est-ce que... Non, tout va bien. Eh bien écoutez, encore merci. Excellente suite, excellent week-end ensoleillé par ici, j'espère de partout. Et puis à la prochaine.